Ce matin, on va commencer la journée en parlant d'une thématique qui prend une ampleur croissante à la fois dans le débat public mais également dans l'action associative et on aura l'occasion d'en reparler, c'est celle de la place de la corruption dans le sport. Donc on a décidé d'intituler ce premier atelier « Le sport à l'épreuve de la corruption ». Avant de présenter notre intervenant, peut-être quelques mots d'introduction. Vous le savez, l'approche en général d'Anticor, historiquement, ça a été de travailler à partir du terrain avec une organisation par groupes locaux qui a été présentée par Élise à l'instant. Et depuis quelque temps émerge également le besoin de raisonner également par thématique. Non pas qu'il faille substituer le raisonnement à partir du terrain par des thématiques, mais plutôt d'envisager la complémentarité entre l'action des groupes locaux et la spécialisation de certains de nos militants sur certaines thématiques. Et c'est ainsi qu'il a été décidé il y a quelques temps de créer certaines commissions thématiques au sein d'Anticor, avec parmi elles une commission spécifique sur les questions sportives, sur laquelle on pourra revenir un petit peu plus tard. Pourquoi le sujet est-il de plus en plus prégnant, à la fois dans le débat public et dans l'action associative? Évidemment, il y a une actualité brûlante. Il y a eu un certain nombre de scandales récents s'agissant de l'actualité. On va certainement peut-être en parler un petit peu. Dans quelques semaines se déroulera une Coupe du Monde pour le moins controversée, pour pas mal d'aspects, y compris sur le plan des sujets de corruption, qui soulèvent des questions de manière plus générale sur le fonctionnement des institutions internationales qui encadrent l'organisation des compétitions. On a évidemment dans quelques mois les Jeux Olympiques qui seront accueillis en France. Là aussi, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est de belles histoires sportives, c'est également de beaux sujets de combat éthique. Donc, en tout cas, pour la corruption, c'est quelque chose qui depuis un certain temps, gangrène et nuit à tous les principes qui sont ceux de l'olympisme. Donc on aura l'occasion d'y revenir ce matin. Et puis tout récemment, là aussi une autre actualité que vous avez les uns et les autres pu suivre, c'est celle d'un procès emblématique, celui qui a concerné les instances dirigeantes de la Fédération française de rugby, avec un président sur le banc des accusés, Bernard Laporte. Donc un procès qui s'est tenu jusqu'à il y a quelques jours et dont le délibéré sera connu durant le mois de décembre. Tout ça, c'est des sujets qui nous intéressent énormément et qui pour chacun d'entre eux, soulève un grand nombre de questions sur la place de la corruption dans le mouvement sportif. Et aujourd'hui, évidemment, on n'aura pas le temps de couvrir tous les sujets et toutes les facettes de ce que représente la corruption dans le sport. Mais malgré tout, on va essayer de dresser quelques lignes directrices et puis de s'interroger sur les moyens pour une association ou même de manière plus large, les moyens qui sont à notre disposition pour essayer de limiter ce phénomène. C'est absolument nécessaire de lutter contre ces phénomènes. Je le disais tout à l'heure, des scandales à répétition. Enfin, tout le monde a en tête le FIFA Gate en 2015, un système de versement de pots de vin qui a atteint des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans la plus grande opacité pour les dirigeants du mouvement sportif dans le football à l'international. Une croissance des flux financiers qui est colossale dans le sport aujourd'hui, une croissance des flux financiers qui est assez récente. Et je vais juste vous donner un petit chiffre. La FIFA, elle est née en 1905. Ses revenus annuels jusqu'en 1925, c'était de l'ordre de 1500 francs suisses. Comme vous le savez, la plupart des fédérations sportives internationales ont leur siège en Suisse. On y reviendra peut-être plus tard. Ça s'explique pour des raisons assez évidentes. Donc 1500 francs suisses de revenus annuels jusqu'en 1925. 1970, on est à 1 500 000 francs suisses de revenus annuels. 1989, 10 millions de francs suisses de revenus annuels. 2014, les derniers chiffres que j'ai pu consulter tout récemment, 2 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, les revenus générés par cette organisation qu'est la FIFA ont été multipliés par plus de 200. C'est le cas, je parle de la FIFA parce que c'est le plus emblématique, mais c'est le cas de bien d'autres fédérations internationales. Et ça illustre à quel point le sport mondialisé, à quel point le sport s'est financé,
financiarisé, générant de nouvelles problématiques qui étaient à l'époque inconnues lorsque la pratique sportive était l'apanage du monde amateur. Et aujourd'hui, on est sur un secteur économique extrêmement florissant, posant un certain nombre de problématiques avec des institutions qui sont restées sur des modèles de leur création, de l'époque de leur création, avec des adaptations sur lesquelles on va revenir, je pense, avec Guillaume dans un instant. Voilà, des questions que ça pose sur l'adaptation du modèle de gouvernance à un secteur qui est devenu ultra financiarisé, ultra mondialisé. Donc croissance des flux financiers, croissance des paris sportifs. Les paris sportifs qui posent là aussi de nouvelles questions. Alors là aussi, un petit chiffre, je vais le répéter 2 fois pour que tout le monde ait bien en tête de quoi on parle. Les paris sportifs illicites à l'échelle internationale, exclusivement dans le football, pas dans les autres sports, c'est 1700 milliards de dollars de paris illicites selon les Nations Unies. Je le redis, 1700 milliards de dollars. Et ces 1700 milliards de dollars, c'est donc du pari illicite dans lequel on retrouve évidemment une bonne partie de blanchiment d'argent, et y compris de blanchiment de capitaux émanant du produit de la corruption. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça pose des questions vertigineuses quand on a ces montants en tête. Évidemment, la prise de conscience, elle commence. Les scandales à répétition plus ce contexte financiarisé entraînent des réactions, y compris de la part des institutions. Aujourd'hui, on a plein d'institutions nationales, internationales qui ont pris conscience que le sport devenait un enjeu majeur de lutte contre la corruption. Et parmi ces institutions qu'on peut citer à l'échelle internationale, on va avoir par exemple Interpol, qui suit énormément les questions de matchs truqués. On va avoir le Conseil de l'Europe, il y a une résolution qui a été votée par les pays membres du Conseil de l'Europe sur la lutte contre les manipulations de compétitions sportives. Et puis, depuis peu, une nouvelle institution internationale, l'Agence des Nations Unies en charge de la lutte contre la drogue et le trafic de drogue et la criminalité organisée, qui s'est emparée de ce sujet et qui, le 9 décembre dernier, Journée internationale de lutte contre la corruption, a sorti un rapport d'ampleur reposant sur les contributions d'un peu plus de 200 chercheurs spécialistes de la question de la corruption dans le sport, pour donner des clés de compréhension aux institutions nationales, aux citoyens, de détection des pratiques de corruption, mais également des moyens de lutte derrière sur ces enjeux de corruption. Extrêmement intéressant, je recommande cette lecture. Et donc voilà, c'est le révélateur qu'à l'échelle internationale, il y a une prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'à ce stade, on a réussi à juguler le phénomène de corruption dans le sport, mais en revanche, la prise de conscience, elle démarre. Deuxièmement, les institutions nationales qui s'emparent de ce sujet. L'Agence française anticorruption, donc récemment créée, qui désormais s'intéresse aux questions sportives et pratique le contrôle de certaines structures, notamment des fédérations sportives nationales, pas uniquement d'ailleurs, également des organismes chargés de l'organisation des grands événements sportifs et notamment des JO. Comme le disait Élise en introduction, le problème des institutions en France, c'est qu'elles sont insuffisamment dotées, notamment sur le plan du personnel, et que c'est compliqué d'aller un petit peu plus loin dans le combat contre les pratiques que nous dénonçons. On a évidemment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui elle aussi a une mission de contrôle du patrimoine et des revenus des dirigeants du mouvement sportif. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et le parquet national financier qui a largement été évoqué, qui lui aussi a décidé de s'intéresser aux questions sportives. Alors c'est quelque chose qu'il faudrait que nous revérifions à l'avenir, mais il était question que sur le faible contingent de magistrats qui travaillent pour le PNF, une personne se spécialise sur les questions sportives. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il faudrait qu'on étudie ça. Alors, avant de donner la parole à Guillaume, peut-être là encore sur du contexte, de quoi on parle ? La corruption dans le sport, elle peut se diviser en 2 grandes catégories. La première, c'est la manipulation des compétitions sportives. Et la manipulation des compétitions sportives, ça passe par 2 grands phénomènes qui, en grande partie, sortent de l'objet social d'Anticor. Et donc peut-être qu'on y reviendra un peu moins aujourd'hui. Premier, évidemment, c'est le dopage. Voilà. Le dopage, c'est considéré, en tout cas du point de vue des institutions internationales, comme de la corruption. Nous, on a évidemment, avec les outils qui sont les nôtres, Anticor, pas d'intérêt à agir sur les questions de dopage. La deuxième grande composante de ce qui est la corruption en matière de manipulation de compétitions sportives, ça va être donc les paris sportifs que j'évoquais à l'instant, qui ont pour conséquence là aussi des matchs truqués, et je recommande le visionnage du top sur YouTube, le top 50 des buts contre leur camp,
dans le football, où pour beaucoup d'entre eux, c'est très étrange et on peut légitimement penser que derrière, il s'agit de matchs achetés. Mais bon, on pourra y revenir si vous voulez un petit peu plus tard. Donc d'abord, manipulation des compétitions sportives. Deuxième grand angle, la gouvernance du sport. Et là, on va retrouver un certain nombre de pratiques. Là, je vais très rapidement te donner la parole, Guillaume. Dans le domaine de la gouvernance, on va avoir les spécificités du mouvement sportif, mais on va avoir aussi finalement des cas de corruption qui ressemblent énormément à ce que nous sommes amenés à suivre au quotidien chez Anticor. Ça va être quoi? Ça va être du marché public, par exemple, quand il s'agit de travaux d'infrastructure, d'aménagement du territoire, liés à l'organisation d'une grande compétition sportive, liés à la construction d'un stade, liés à la construction d'un centre d'entraînement. Et je salue la présence de Michel de la commission sport, qui est une personne qui travaille très précisément sur ces questions-là en ce moment. Donc voilà, là on va être sur de la corruption qu'on connaît un peu mieux et où on est en capacité d'activer les instruments qui sont les nôtres, à savoir la voie judiciaire, le plaidoyer, l'interpellation des responsables administratifs et politiques et du mouvement sportif, parce que, j'insiste là-dessus, une fédération sportive agréée par le ministère des Sports est une structure qui est chargée d'une mission de service public. C'est donc les pouvoirs publics qui lui délèguent l'organisation, l'animation de la pratique sportive dans tel ou tel sport, mais également l'organisation des compétitions. Donc, mais avec un fonctionnement associatif. Et c'est là où peut-être des questions seront à explorer. Je crois que j'ai suffisamment parlé en introduction, donc je vais assez vite céder la parole à Guillaume Delalleux. Donc Guillaume Delalleux, tu es enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, spécialiste des questions de sciences de gestion. Tu es déjà intervenu hier et en particulier tu travailles beaucoup sur la question de la sociologie des organisations donc tu as un regard probablement assez fin, assez aigu sur le fonctionnement des fédérations au sens large, qu'elles soient nationales, internationales. Donc la première question que je vais te poser, et je te laisserai recibler si elle est trop large, c'est que penses-tu de l'adaptation ou l'inadaptation des structures de gouvernance du sport à l'échelle nationale ou internationale pour répondre aux questions de corruption aujourd'hui? Est-ce que des associations fonctionnant beaucoup sur le bénévolat, c'est la bonne voie pour éviter toute pratique de corruption? Voilà, je te laisse la parole et je te laisse recalibrer si la question te paraît beaucoup trop large. Merci Alexandre pour ces propos introductifs qui sont déjà très, très riches et qui ont dressé un panorama déjà très large et très vaste des différentes problématiques qui ont trait donc au sport et à la corruption. Merci aux organisateurs aussi et aux dirigeants d'Anticor pour l'invitation aujourd'hui à venir m'exprimer et puis donc vous présenter quelques thématiques donc, qui sont liées à sport et corruption. Donc, tu évoquais des problématiques de gouvernance. En effet, je pense que le cadre de la FIFA, c'est un exemple assez éloquent de croissance donc, exponentielle des revenus. Et à côté de cela, de quasiment stagnation des structures juridiques de la FIFA qui ont assez peu évolué. Comme tu le disais là aussi juste avant, et je vais y revenir après, c'est lié aux enjeux de gouvernance, à la façon dont on va problématiser la gouvernance. La gouvernance, c'est une notion où les dimensions organisationnelles sont évidentes. Elles viennent à l'esprit tout de suite. Quand on parle gouvernance, on se dit quelles règles de gouvernance on va mettre en œuvre, en place, pour aller surveiller la façon dont les dirigeants, le conseil d'administration fonctionnent au sein d'une organisation. Donc cette gouvernance, ces règles, ces mécanismes de contrôle qui sont mis en œuvre dans toute organisation, ce n'est pas propre aux associations, ça peut être les pouvoirs publics, les entreprises privées, ont pour but de lutter contre un phénomène qui est considéré par certains comme naturel dans les organisations, qui est la loi d'Hérin d'oligarchisation de Michels. Donc c'est quoi? C'est l'idée que dans toute organisation, quand elle va croître, atteindre une certaine taille, vous allez avoir une élite qui va se former, qui va être en charge des questions de direction, des questions stratégiques, donc qui vont se réunir et que donc il est très fréquent que les personnes qui sont en charge donc de l'établissement de cette stratégie, de la prise de décision, s'éloignent de l'intérêt social de l'organisation ou de l'intérêt de la base des membres de l'organisation. Donc c'est ce que Roberto Michels, donc, qui était un sociologue italien,
Au début du XXe siècle, lorsqu'il a étudié le Parti socialiste allemand, donc le SPD, et puis certains syndicats allemands, a théorisé sous le nom de loi d'Hérin de l'oligarchisation. Et donc, il a mis en avant ce phénomène voilà, qui évidemment renvoie à la corruption. Donc, d'où la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle. Donc, ces mécanismes de contrôle, ils sont connus. Il y a toute une littérature sur la gouvernance dans ma discipline en sciences de gestion qui est ancienne, qui est vaste et qui offre des outils et des possibilités, tout en sachant qu'il n'y a aucune solution qui est parfaite. Évidemment, il y a toujours des avantages et des inconvénients et qu'il faut évidemment peser soigneusement le pour, le contre en fonction des solutions que l'on va retenir pour essayer de contrôler les tentations qui peuvent naître d'avoir à gérer, c'était 2 milliards d'euros, si je me souviens bien, donc pour la FIFA. Bon, maintenant, cette première dimension organisationnelle qui vient tout de suite à l'esprit, elle ne doit pas occulter la deuxième dimension, à laquelle on pense moins, qui est la dimension de politique publique, de gouvernement, en fait. Voilà, il y a des collègues politistes, Jean-Pierre Gaudin, pour le citer, qui ont écrit là-dessus, montrant comment la notion de gouvernance s'est progressivement imposée par glissement de la notion de gouvernement vers la notion de gouvernance. Et donc on a progressivement oublié les dimensions politiques et de politique publique qui ont trait à la gouvernance. Ce que tu disais, très justement, les associations, le cadre légal des associations est défini par les pouvoirs publics. Ce sont les pouvoirs publics qui vont définir la facilité avec laquelle les associations vont pouvoir se créer. Donc on appelle ça les barrières à l'entrée. Est-ce que c'est facile de déposer des statuts pour une association de la 1901 ? Est-ce qu'on va pouvoir ensuite fonctionner facilement, la capacité à aller lever des ressources, des financements ? Et puis ensuite le système de taxation, et c'est la troisième dimension, et puis d'exigence comptable. Voilà, le niveau d'exigence comptable, ça c'est quelque chose de fondamental, évidemment, par rapport aux questions de corruption, qui, pour les associations, a longtemps été maintenu à un niveau inférieur à celui qu'on va exiger des entreprises privées à but lucratif, parce qu'on estime qu'une association, de par son objet social, elle est en lien avec l'intérêt général, et donc on estime que les personnes qui vont être en charge de ces questions-là sont moins susceptibles d'être tentées par des malversations. Bon, alors ça évolue aussi en fonction du chiffre d'affaires des associations. Les obligations peuvent être différentes, et en tout cas, pour revenir sur le cas de la FIFA, vraisemblablement, là, il y avait des trous, il y a toujours peut-être des trous dans la raquette en matière de contrôle de la gestion. Donc cette deuxième dimension-là, elle est importante, elle ne doit pas être perdue de vue, et ça, évidemment, Anticor, ça fait partie de vos revendications depuis très longtemps, via le plaidoyer, via ce que vous recommandez en matière d'évolution de la législation sur l'encadrement des structures juridiques sportives qui vont être amenées à gérer ces événements. Je pourrais prendre encore un ou deux exemples. Je ne sais pas combien de temps je dispose à peu près pour... n'hésite pas. Vas-y, c'est toi qui prends les exemples que tu veux et puis j'interviendrai spontanément. Ne jamais dire ça à un universitaire, ça peut durer longtemps. Alors ouais, c'est vrai, peut-être que c'est une erreur de ma part. Vas-y, deux exemples, on part sur deux exemples. Ok, en tout cas, n'hésite pas à m'interrompre. Alors, il y a l'exemple qui est d'actualité, qui est celui du Qatar, avec la prochaine Coupe du Monde, donc, dont les conditions d'attribution sont pour le moins, on va dire, floues, comme l'ont été celles de d'autres compétitions sportives auparavant. On peut prendre les JO de Londres, on pourrait en prendre beaucoup. Bon, avec le temps et les enquêtes judiciaires, le flou se dissipe, et puis on se rend compte que voilà, c'est assez clair et qu'il y a des mécanismes de corruption qui sont bien établis. Et que si on veut lutter contre ça, il faut mettre en place des mécanismes de gouvernance. En effet, alors je le disais, il n'y a pas de solution parfaite, parce que on pourrait se dire il faut essayer d'avoir une décision qui soit décentralisée, éclatée, avec plusieurs personnes qui interviennent. Comme ça sera plus dur pour aller corrompre 10, 20, 30, voire plus de 100 personnes. Bon, l'attribution des Jeux Olympiques, sans citer de nom, à certaines localités, a montré que non, il y en a qui sont très motivés et qui, patiemment, pendant des années, vu les montants, vont aller corrompre un par un les personnes décisionnaires jusqu'à obtenir une majorité. Et puis à la fin, voilà, on obtient la décision.
Donc on pourrait se dire du coup il faudrait une seule personne, mettre une seule personne qui soit décideuse, mais cette personne-là, toutes les tentatives de corruption se concentreraient vers elle. Alors peut-être faudrait-il mettre, je ne sais pas, un juge anticorruption à la tête de ces instances, en tout cas une personne qui serait incorruptible. Est-ce que cela existe? C'est une grande question. Donc l'exemple du Qatar aujourd'hui est sur le devant de la scène par rapport aussi alors à des thématiques qui sont connexes à la corruption, qui sont celles des droits humains, donc portées par une association comme Sherpa, qui est cousine d'Anticor, qui lutte aussi sur les thématiques de corruption, plus en lien avec les entreprises privées. Et là, il y a des enjeux aussi sur les conditions de travail que certains de mes collègues qualifient d'esclavagisme moderne aujourd'hui, donc qui ont permis la construction des stades de foot dans lesquels la compétition va avoir lieu. Il y a des enjeux aussi géopolitiques qui sont là très, très clairs avec le Qatar par rapport aux grands équilibres mondiaux qui se rappellent avec nous aujourd'hui avec acuité. Et donc du coup, tout cela mis bout à bout, oui, je pense qu'on peut dire que les structures de contrôle en vigueur dans les associations ou les fédérations sportives sont peut-être pas en phase, ont du retard très clairement par rapport à ces évolutions que tu as évoquées, d'explosion des sommes qui sont gérées par ces fédérations, pour reprendre l'exemple des paris sportifs, de privatisation, de marchandisation, qui amènent aussi, au-delà de ces problématiques de corruption, les problématiques d'addiction aussi. Il y a des études qui sont sorties qui montrent ça très clairement. On pourrait se poser alors sur un plan moral aussi rapidement la question de l'orientation de ces sommes. 1 700 milliards de dollars, c'est énorme. Qu'est-ce que ces sommes feraient? Je ne peux m'empêcher en tant qu'universitaire de penser si une toute petite fraction était réorientée vers l'université, la santé, les soins, l'éducation. Bon, voilà, ça c'est un des grands enjeux de la lutte contre la corruption. Et puis pour finir, après, plus largement, il y a aussi, on parlait de géopolitique, il y a l'organisation mondiale, la mondialisation de la corruption fait qu'il y a toujours la question des paradis fiscaux. Et donc je repensais à la conférence du juge Van Ruymbeck qui était venu ici en début d'année, qui avait expliqué de manière très, très claire et pédagogique qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui, que les dernières réformes en matière de lutte contre les paradis fiscaux ont en fait permis de déplacer l'architecture et l'ingénierie fiscale et juridique qui accompagnent la fraude fiscale, et donc sans nommer de pays pour éviter la diffamation. En tout cas, le juge Van Ruymbeck qui nommait les pays au Proche-Orient qui étaient réputés pour avoir des coffres-forts inviolables, et lui-même s'était cassé les dents, il l'avait dit plusieurs fois lorsqu'il avait fait des réquisitions à Dubaï. Pour le coup, je le reprends parce que c'était ses propos, en disant là, mes enquêtes s'arrêtaient à chaque fois là. Donc ça, voilà, ce sont des vrais problèmes. Voilà pour un petit panorama rapide, j'espère. Merci Guillaume. Alors peut-être juste pour rebondir sur ton propos, les difficultés qui sont celles éventuellement de la justice pour détecter puis éventuellement poursuivre les auteurs de corruption dans le domaine de la gouvernance du sport. Un ou deux éléments. Je le disais en introduction, une partie significative des grandes fédérations internationales sont basées en Suisse. Et donc s'applique le droit suisse. S'applique le droit suisse lorsqu'il s'agit de les poursuivre. Et ce droit suisse, figurez-vous que jusqu'en 2015, dans le droit suisse, était prévue une immunité pour les personnalités qui appartenaient à ce groupe de dirigeants du mouvement sportif, des grandes fédérations, une immunité sur les délits de corruption et de blanchiment d'argent. Voilà, qui donc évidemment empêchait toute forme de poursuite et un certain nombre de scandales
qui datent des années 2000, voire début 2010, n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire, puisque donc, les protagonistes se sont prévalus de cette immunité. C'est le cas d'un énorme scandale qui s'appelle ISL, International Sport Leisure, je crois. Voilà, 160 millions d'euros de pots de vin au sein de la FIFA versés pour les histoires de droits télé. Deuxième peut-être élément sur lequel je rebondis, effectivement tu as cité un certain nombre d'attributions de compétitions sportives à des États qui sont cernés par des soupçons de corruption. Alors écoute, moi je vais mettre les pieds dans le plat et je vais les citer. Tu as cité évidemment la Coupe du Monde qui arrive, les JO de Londres tu as cité, mais on peut parler de Nagano 98. Ça s'est démontré. Il y a eu plein de pots de vin, donc les JO d'hiver de 98 à Nagano. Salt Lake City, 2002. Des pots de vin de tous les côtés également pour attribuer cette compétition. Et ce n'est pas les seuls. Hein. Donc ça, c'était plutôt côté JO. Pardon ? Les JO d'Athènes, exactement. Mais même la Coupe du Monde 98 à Paris, en France. La Coupe du Monde 98 en France, il y a également des pots de vin qui ont été versés. Et les JO 2024, Élise, ce n'est pas à toi que j'apprendrai qu'il nous faut des années pour avoir rétrospectivement l'information. Donc on verra bien, je ne m'avancerai pas là-dessus. Toujours est-il que, quand même, et après je te redonne la parole, pardon Guillaume, deux petits... où sont les principaux risques de corruption lorsqu'on parle de grands événements sportifs internationaux ? Évidemment, il y en a de toute nature, mais il y en a deux qui sont quand même à identifier. Et le processus d'attribution de la compétition à tel État ou à telle ville. Ça, c'est quelque chose qui a fait l'objet, comme je le disais à l'instant, de beaucoup de soupçons. En fait, ça s'explique de manière assez aisée. Hein. C'est que les personnes qui décident, elles sont très peu nombreuses. Par exemple, pour une Olympiade, on a 115 individus cooptés les uns les autres qui votent à bulletin secret et qui décident de l'attribution des JO à telle ou telle ville. Bon, voilà, et c'est entouré d'opacité. Pour une Coupe du Monde de football, entre 70, donc la Coupe du Monde de 70 et la Coupe du Monde qui va arriver dans quelques semaines, c'est 22 personnes à bulletin secret qui votent pour l'attribution à un État. Et ça fait l'objet, évidemment, de campagnes de lobbying intenses auparavant. Et bien malin celui qui peut savoir ce qui se passe durant ces campagnes sur la partie la plus opaque qu'on soupçonne, à savoir le versement de pots de vin. Face au scandale, les choses ont changé. Et pour 2026 et les compétitions suivantes, les Coupes du Monde suivantes, désormais, ce sera un vote de l'ensemble des fédérations nationales de football. Chacun aura un vote, chaque fédération. Donc je crois que la FIFA fait partie des associations dans les grandes organisations internationales qui comptent le plus de membres. Je crois qu'il y a 209 membres, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il y a des fédérations qui ne sont pas nécessairement reconnues du côté des Nations Unies. Et donc voilà, un peu plus de votants, on connaît un petit peu plus l'identité, le parcours de ces votants, on peut penser que c'est plutôt un progrès, bien que les risques demeurent. Guillaume, je ne sais pas si tu voulais rebondir là-dessus, mais sinon j'ai une autre question, donc je te laisserai rebondir là-dessus si tu le souhaites, mais une autre question, est-ce que tu serais en capacité de nous cartographier un peu les sports les plus en danger de corruption ? Voilà, alors je te laisse rebondir et si tu veux bien nous répondre ensuite là-dessus, ce serait super. Merci beaucoup. Je vais faire mon possible. Peut-être d'abord rebondir sur ce qui a été dit juste avant. Vous disiez sous forme de boutade que les JO de 2024 risquent de vous amener du travail. Si l'on en juge sur l'historique de l'attribution des compétitions sportives, c'est une certitude. En revanche, là, il faudra que vous vous dépêchiez, puisqu'avec la réforme des délais de prescription, alors je parle sous contrôle de nombreux spécialistes juridiques ici, mais qui n'ont plus lieu aujourd'hui à partir de la découverte des faits, mais à partir du moment où ils ont été commis, même si ces délais ont été allongé, qu'il donne donc l'impression qu'en même temps, c'est une avancée et un recul. Voilà, puisque ça veut dire que concrètement, pour ceux qui luttent contre la corruption, il y aura moins de temps. Bon, voilà, je referme la parenthèse. Sur une dimension que je n'ai pas abordée, mais qui m'est venue ici, donc le lien avec les politiques et le sport. Bon, c'est ancestral, hein, voilà, Panem et Kirkensem, donc du pain
et des jeux. Déjà chez les Romains, donc les politiques sont très friands des compétitions sportives pour différentes raisons, puisque c'est un bouc émissaire aussi, enfin quelque chose qui attire, qui permet d'orienter voilà, les passions, les pulsions, de les canaliser. Et donc, bon, voilà, ça a une fonction très voilà, politique et très noble aussi, évidemment, pour la pratique sportive, qui d'ailleurs est différente hein, de ces grandes organisations et de ces grandes compétitions, qui sont deux choses que moi je séparerais. Donc je dirais que voilà, le lien entre sport et politique, à mon avis, il est à creuser aussi, puisqu'il n'est pas évident, puisque les valeurs du sport, quand on les regarde en termes voilà, d'exercice en tant que sportif, elles sont à l'opposé de ce qui peut avoir lieu dans certaines fédérations. Et on retrouve d'ailleurs assez peu de sportifs dans les grandes fédérations, puisque les qualités nécessaires et requises pour évoluer dans les fédérations sportives sont les qualités politiques, hein, donc de maîtrise des réseaux, d'expression à l'oral, de savoir bien s'exprimer, d'avoir patiemment voilà, tissé sa toile. Donc il y a peut-être aussi là une réflexion entamée. Il y a des fédérations hein, qui en sont bien conscientes et qui essaient justement de faire en sorte de pousser voilà, d'anciens sportifs à s'investir. Même si, comme je le disais en introduction, ce n'est pas une solution miracle, hein, puisqu'on n'est pas à l'abri non plus qu'un ancien sportif, et on a déjà eu le cas, soit victime de corruption, soit lui-même à l'origine de tentatives de corruption. Pour répondre à ta question sur la cartographie des sports donc, qui sont le plus à risque, alors j'ai la réponse. C'est tout simple, c'est simple en fait, c'est lié au montant en jeu. C'est comme pour le dopage. Voilà. Plus les montants sont importants, plus il va y avoir risque de corruption. Le dopage, c'est une pratique qui, alors, en fonction à haut niveau avec les contrôles, est aujourd'hui un peu plus dur à mettre en œuvre et donc qui nécessite des investissements plus importants. Hein, donc, en général, j'aurais tendance à dire qu'il y a une corrélation entre voilà, le niveau des sommes qui sont en jeu et puis les risques de dopage et de corruption. Alors du coup, si on doit citer, évidemment, il y a le football, le tennis avec des matchs truqués aussi, on en a vu, et puis alors le rugby qui commence voilà, à se commercialiser, à se développer par rapport à ce que c'était il y a 20 ans, c'est en train de changer, donc il y a des risques aussi qui sont en train d'apparaître. Et donc, la pétanque, je ne saurais vous répondre là-dessus. Donc voilà, je dirais que le lien est là en fait. Alors, bon, complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, corrélation entre les volumes financiers brassés par tel sport et le risque de céder à l'appât du gain et donc à céder à certaines pratiques de corruption. J'ajouterais peut-être également une autre dimension qui facilite l'émergence de pratiques de corruption dans tel ou tel sport. C'est, alors peut-être plutôt sur la partie manipulation des compétitions sportives plus que sur les risques en matière de gouvernance, c'est les sports individuels. Les sports individuels où c'est plus facile d'acheter une personne que d'acheter 11 joueurs de foot. Voilà, tout simplement. Et c'est une réalité. Donc là, je citerai comme toi le tennis et la boxe également. En gros, le tennis et la boxe, bon, c'est deux sports. Quand on n'est pas dans les 50 premiers mondiaux ou 100 premiers mondiaux, faire des tournées mondiales pour aller faire un tournoi duquel on pourra être éliminé au premier tour, d'avoir fait donc 40 000 bornes pour jouer 1 heure et prendre un 6-0, 6-0, avec son kiné, avec son préparateur sportif, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et quand les résultats ne sont pas à la clé, eh bien, souvent, c'est très difficile de joindre les deux bouts. Et dans ce contexte-là, il peut arriver que la personne se dise bon, je vais lâcher le match, mais je ne vais pas le lâcher pour des raisons sportives, je vais le lâcher pour des raisons financières. Et là, comment on fait pour le détecter? Si sur le marché des paris sportifs du sud de la Chine, on constate que le tournoi, je ne sais pas s'il y en a un, mais le tournoi de tennis de La Rochelle fait l'objet d'intenses paris sportifs, eh bien, il y a suspicion. Très clairement. Il y a suspicion des matchs sans enjeu sportif qui font l'objet de flux financiers importants au niveau des paris. Donc là, c'est le job d'Interpol que d'identifier un peu ce genre de pratique. Tu veux peut-être réagir, Guillaume ? Alors, je te corrige tout de suite. Il n'y a pas de corruption à La Rochelle. Voilà, c'est un îlot
qui est préservé. Non, tu as raison sur le tennis, en effet. Donc, comme sport individuel, il y a eu des cas d'ailleurs qui ont été documentés, et c'est très difficile à prouver. Donc, si ce n'est avec les faisceaux d'indices, en effet, avec des paris et des mouvements un peu suspects, ça c'est quand c'est fait grossièrement, sur des compétitions un peu annexes. Et puis après, là, maintenant, il y a des moyens d'investigation qui sont utilisés avec mise sur écoute, analyse des mails, etc. Lorsque le pacte de corruption laisse des traces écrites. S'ils sont, alors je dirais pas intelligents, mais s'ils sont habiles et que c'est fait à l'oral, c'est un petit peu plus dur, quoi. Donc, je vois que l'heure tourne et qu'il est déjà en fait 11h15. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu avec le public? Ouais, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. La consigne, je la répète, c'est pour que nous puissions avoir le son dans les vidéos, nécessité de parler dans le micro. Voilà, d'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut éventuellement faire passer le micro. T'arrives, merci Maëlys. Et donc, nous avons une première question ici. Et qui d'autre? On va en prendre 3-4. Oh là là, ouais, d'accord. Donc, Emmanuel, Raymond, Isabelle et ton prénom? Et François, d'accord. Donc, voilà, première question. Ouais, super, ça fonctionne. Alors, on avait une première question ici à droite. Merci. Et on reste jusqu'à quelle heure, là, du coup, Maëlys? Merci. Allez, un quart d'heure de gagné. Alors, ça fonctionne? Ouais. Je ne veux pas monopoliser les questions à chaque fois. Mais quand même, là, je commence un peu à gratter du pied. Ouais. Parce que le tennis, c'est pas la spécificité de La Rochelle. Non, mais c'était, franchement, je disais ça sans aucune certitude, c'était pour prendre un exemple. Je sais bien. Y a vraiment, je voulais accuser personne à La Rochelle. C'est quand même le rugby. Ouais. Alors, on cherchait des exemples. Je pense que la porte Altrad, on aurait pu peut-être en toucher un mot un peu plus. Voilà. Ensuite, il n'y a pas de corruption à La Rochelle, on ne sait pas. Vous le savez, vous? Faut nous le dire. Il y a un moyen de savoir ça? Alors évidemment que c'est une plaisanterie. Mais moi aussi, je sais plaisanter. Parce que, évidemment, l'université, c'est le pays d'accueil. Donc je comprends bien qu'on salue la beauté des lieux, l'engagement des professeurs, etc. Je comprends fort bien tout ça. Maintenant, on parle de corruption. J'ai demandé hier à M. Alt, si c'était possible, de bien définir entre... Et c'est vachement important pour moi. Parce que Altrad, la porte, c'est du conflit d'intérêts ou de la corruption? Eh oui, c'est pas tout à fait là. Et c'est une question que j'avais posée hier. Pour revenir chez nous, il ne faut pas oublier que les principaux sponsors du stade, ce sont aussi des entrepreneurs qui, il y a peu de temps, souhaitaient monter un business pour aller écouler du déchet inerte sur notre bord de côte. Bon, c'est tout. On peut se poser la question. Alors j'ai entendu la question. Ça veut dire que je commence à énerver. La question, c'est est-ce qu'il y a des dirigeants du stade ici? Alors, les dirigeants du stade, est-ce que vous êtes là? Il y a match à Clermont demain soir, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Mais ça justifierait de venir quand même. Et vu l'importance de cette journée, s'ils ne sont pas là, c'est que ou ils s'en foutent, ou ils ont peur, ou ils ne veulent pas parler. Mais il y a un truc. Parce que moi, si j'étais dirigeant du stade, je serais venu là en voyant l'atelier, le sport et la corruption. Et dernier point, et après je me tais, promis. Hier, on a quand même le président de l'université qui nous a salués, et tant mieux, c'était parfait. Mais il a quand même souligné, lui, la beauté du stade. Peut-être qu'il avait aussi oublié l'actualité. Et puis, lorsque je lui parle de l'éducation et de la politique, il met en avant que, oui, son souci, c'est de faire de la politique à l'université. Je tiens aussi à rappeler que quand les étudiants font de la politique, on les bastonne. Voilà, je me tais.
Merci beaucoup. On revient sur les questions de sponsoring et d'Altrad dans un instant, si tu veux. Vas-y, Isabelle. Oui, merci beaucoup. Alors, deux choses très rapidement. D'abord, il y a de plus, dans cette question passionnante du sport, le problème des fédérations sportives locales, municipales et du clientélisme qui s'y rattache assez souvent. Deuxièmement, devant l'ampleur du travail à accomplir pour les associations anticorruption dans le domaine du sport, on peut se demander si une solution possible n'est pas de traiter une partie de ces enjeux comme un sujet de consommation. Et c'est-à-dire avertir les amateurs de sport et de paris sportifs que la compétition et les paris ne sont pas nécessairement honnêtes, ne sont pas nécessairement transparents, et que lorsqu'ils investissent par exemple dans un paris sportif ou lorsqu'ils achètent un billet à un stade, eh bien, le match n'est pas nécessairement et peut-être joué à l'avance. Alors ça sera une immense désillusion, je me rends bien compte, mais ça serait une façon, si vous voulez, de lutter contre la corruption par l'angle de la consommation, en faisant un espèce d'énoncé performatif, en essayant de résoudre le problème simplement en énonçant quelque chose, un doute ou parfois des certitudes, puisqu'il y a eu des affaires qui ont prouvé cette chose-là. Voilà, alors c'est une possibilité, mais je comprends bien qu'elle ne va pas séduire les amateurs de sport. Ok, alors Raymond, Emmanuel et je crois Maxence aussi et François, c'est ça. Et ouais, d'accord. Je sais pas combien on peut en prendre parce que là, voilà, ouais, on va être obligé de faire un peu d'arbitraire, je crois. Navré, on en reparle après. Ouais. Oui, moi, il y a un mot qui m'a manqué tout à l'heure. C'est le mot sponsoring, justement. Parce qu'on... Pardon ? D'accord. Ça marche, là ? Ouais. C'est le mot sponsoring qui m'a manqué tout à l'heure dans la discussion que vous aviez. Quand on voit, par exemple, que les JO à Paris 2024 sont sponsorisés par Airbnb, on se dit que ce n'est pas neutre. Et à un moment où justement il y a des réglementations qui sont mises en place pour limiter justement l'impact d'Airbnb sur le logement dans les grandes villes, pour permettre aux gens justement à nouveau de pouvoir se loger à des prix corrects, on se demande quel est l'intérêt justement d'Airbnb, et il y en a forcément un, de sponsoriser des JO dans des grandes villes. Et on entend assez peu de gens en France se poser la question. Et un élu, par exemple, qui est l'élu du logement à Paris, qui a lui-même écrit un livre sur comment réduire l'impact d'Airbnb, ne sont pas justement s'émouvoir de ce sponsoring. Donc voilà, c'était juste une remarque, mais je pense qu'il faut aussi regarder l'angle du sponsoring. On voit par exemple dans la Formule 1 Total, on voit tout un tas de grosses sociétés qui apportent énormément d'argent au sport. Et avec des vues naturellement immédiates d'obtenir un certain nombre de réformes réglementaires ou autres par cet intermédiaire-là. Et je pense qu'il faut aussi en parler parce que c'est un sujet, d'abord c'est beaucoup d'argent. Quand Airbnb sponsorise les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'argent derrière. Et il faut se poser la question du pourquoi justement. Ouais. Raymond et puis... Ouais, on verra s'il nous reste un tout petit peu de temps après. Raymond Avrier, simplement pour passer de l'incantation aux actions. Car on peut toujours faire des analyses. Le problème, c'est quels sont les fils qu'il faut tirer pour essayer d'intervenir en matière de corruption. Il y a, outre ce qui a été avancé, par exemple sur les paris sportifs, c'est hors de compétence d'une association, d'un mouvement ou même de personnes. Il s'agit de faire intervenir évidemment des services policiers, juridiques, financiers, qui sont hors de notre maîtrise. Par contre, dès qu'on commence à parler de subventions publiques, en particulier de subventions locales, on a un droit de regard. Lorsqu'on parle d'équipements sportifs, construction des stades, on a
nous avons un droit de regard, ce qui veut dire qu'il faut regarder et donc il faut agir en demandant un certain nombre de documents, d'informations, d'analyses. Lorsqu'on parle de candidature au JO, ça suppose là encore, pour des collectivités publiques, y compris l'État, de demander des comptes. Et lorsqu'on parle de droit de rediffusion, ça devient un peu plus compliqué. Il n'empêche, par exemple, pour donner un exemple, fait prouver, donc je ne vais pas faire de diffamation, l'avocat corrompu qui, à Grenoble, a monté le dossier de corruption autour de l'eau est devenu un des principaux acteurs des rachats des droits sportifs pour un des grands organismes de rachat des droits sportifs ensuite. Peut-être qu'il était redevenu sage ensuite, mais il avait visiblement une compétence qui a été utile, tirée de la corruption dans des domaines au niveau de l'acquisition des droits sportifs, de la mise en concurrence. Donc il me semble qu'il serait intéressant au niveau d'Anticor que l'on regarde les fils conducteurs, équipements, subventions, qui permettent d'agir et pas simplement d'être dans l'incantation à ce niveau. Ah ouais, là, on va vraiment être en difficulté sur les questions. Là. Ouais. Oui, Jean-Émile de Bolivier, GL 974. C'est un peu dans la continuité de ce que vient de dire le camarade. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, puisqu'on parle de marché public, on parle de délégation de services publics, et de traiter ça uniquement, enfin pas uniquement, mais en partie d'un point de vue de la juridiction administrative? Ok. Maxence, la dernière ou... Oui, merci pour votre intervention. Je voulais juste aussi réagir très vite sur les accusations sur le Stade Rochelais aussi. Mais en fait, il faut se dire aussi que la corruption, dans le cadre du sport, elle n'a pas lieu, la plupart du temps, elle n'a pas lieu sur les grandes compétitions. C'est pas les Kylian Mbappé, c'est pas les Paris Saint-Germain qui font le plus de corruption. En fait, on la retrouve à des niveaux faibles, en fait, qui sont professionnels, par exemple en 2e division, ou lors de matchs de tennis, ça va vraiment être des matchs de tennis de seconde zone que personne ne regarde. Et en fait, il y a un problème aussi avec les paris sportifs, c'est que maintenant, on parie sur tout et n'importe quoi. Donc au tennis, il est très facile en fait de corrompre et sans que ça se voit. Et par exemple, de parier sur un double service raté ou quelque chose comme ça en fait, ou un premier set perdu. Et donc, ce qui fait que ça augmente très facilement. En fait, c'est très facile d'avoir de la corruption. Et après, je voulais revenir juste sur la partie gouvernance, où en fait c'est vrai qu'on voit qu'on a un gros problème dans les gouvernances des fédés notamment. Et après le FIFA Gate, on a vu beaucoup de fédés mettre en place un système, c'est-à-dire de mettre en place des chartes éthiques, des codes éthiques, des comités éthiques, qui se révèlent en fait, si ce n'est des coquilles vides, en fait des organismes un peu cosmétiques. Et en fait on arrive à l'instar du greenwashing qu'on a sur certaines entreprises, une espèce d'anticorruption washing. Et ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment, utile, ou est-ce que c'est vraiment du coup simplement cosmétique? Et on voit notamment à l'international qu'on a créé des organismes. Typiquement, on a créé ce qu'on appelle le Centre international pour la sécurité dans le sport, qui est donc un organisme indépendant créé en 2010 au Qatar, qui a pour but d'endiguer la corruption, mais on voit qu'il est financé à 70% par le Qatar. Donc typiquement, est-ce que vous pensez vraiment que c'est avec ce genre d'organisme qu'on va arriver à endiguer la corruption? En tout cas, moi je le pense pas, mais voilà, quel est votre avis là-dessus? Bien, merci pour toutes ces questions, toutes vos questions. Alors, concernant La Rochelle, je vais botter en touche, si j'ose la métaphore sportive. J'ai la chance d'être arrivé il y a à peine un an. Donc j'avoue, et pour le coup c'est vrai, pas être
de pas être au courant de tout ce qui se passe au niveau local. Voilà. Donc je pourrais vous en dire plus peut-être dans quelques années, mais en tout cas ma première année a été bien chargée. Donc non, là-dessus c'est vrai que je pourrais pas vous en dire plus. Donc quand je ne sais pas, je préfère me taire. Sur les questions de gouvernance, pour reprendre la dernière question. C'est une des thématiques qu'on a abordées hier, en fait. C'est que bon, vous qui cherchez à lutter contre la corruption, vous êtes pris dans un jeu, alors on pourrait dire du chat et de la souris. Hein. Voilà, en termes universitaires, ça s'appelle la maintenance institutionnelle. Donc vous essayez de lutter contre des pactes de corruption, des institutions qui sont plus ou moins corrompus. Vous essayez de faire changer la législation, de changer les statuts juridiques, les règles organisationnelles, etc. Mais en face, les institutions, elles réagissent. Elles résistent, elles cherchent à se maintenir, puisque les personnes qui sont corrompues sont la plupart du temps loin d'être stupides. Souvent, on en a parlé hier, je crois, hein, la sociologie fait ressortir plutôt des personnes avec un niveau de diplomation importante, bon, même si c'est pas, le lien avec l'intelligence n'est pas automatique avec ça évidemment, mais en tout cas qui savent manipuler les failles juridiques et les utiliser à leur avantage. Donc vous avez un jeu en fait, hein, ici vraiment, je pense. Oui, très clairement, et c'est ce que j'essayais de dire moi en préambule, hein, avec une introduction qui était un peu de prise de recul, d'analyse réflexive, puisque je pense, étant en gestion, qui est la science de l'action, que action sans réflexion préalable, en général, ça se finit mal. Donc des solutions pour lutter contre la corruption qui vont se limiter à la dimension de la gouvernance, ça peut être insuffisant s'il n'y a pas la dimension de politique publique plus large derrière, et donc aboutir à ce qu'on appelle aussi, dans la théorie institutionnelle, l'hypocrisie organisationnelle. L'hypocrisie organisationnelle, c'est vous donner l'impression d'avoir résolu le problème en disant « Regardez, on met en place des chartes éthiques, des chartes déontologiques avec un référent déontologue, et puis au final, vous vous rendez compte que ça ne permet pas de résoudre le problème, ou pire, ça permet de le sécuriser. Puisque si vous mettez les mauvaises personnes à la tête de ces organismes, et ça aussi c'est un phénomène d'antisélection bien connu, la lutte contre les violences sexuelles, il faut faire extrêmement attention aux personnes qui vont avoir à surveiller ça. La lutte contre la corruption, de la même manière, il faut faire extrêmement attention. Et il n'est pas rare qu'il y ait des organisations où le choix des personnes qui vont être en charge de ces thématiques soit et des raisons qui soient à l'opposé, justement pour permettre que la corruption continue. Et donc du coup, oui, malheureusement, ça arrive. Et donc du coup, ça, il faut le dénoncer en montrant les mécanismes organisationnels qui sont très fins, subtils, le documenter, l'expliquer, puis ensuite dire l'éthique, la gouvernance, ça permet de résoudre telle ou telle catégorie de problèmes, mais après, si on veut aller plus loin, il faut la dimension de politique publique avec changement de législation, changement de peine, des moyens d'investigation plus lourds, des condamnations, des choses de cible, voire de la réglementation. Et je finis là-dessus, parce que je suis un peu long. Pas oublier, ces dispositifs-là de type charte éthique, déontologie, c'est ce qu'on appelle des dispositifs de type soft law, donc droit mou, que je connais bien dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. On a tendance à oublier que ces mécanismes-là ont été promus ces 20 dernières années de par le contexte institutionnel dans lequel on se situe, néolibéral très clairement, qui cherche à favoriser ces mécanismes privés de régulation au détriment de la régulation publique. La régulation publique avec l'intervention des forces de police, les officiers de police judiciaire qui sont en train d'être réformés. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Je vous laisserai vous exprimer là-dessus. Et qui sont insuffisamment nombreux, qui n'ont pas les moyens d'investigation. Et donc cette volonté politique de ne pas investir suffisamment dans une politique publique de lutte contre la corruption à différents niveaux. Aujourd'hui, le palliatif, c'est ça, c'est les mécanismes privés. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne peuvent rien apporter, non, parce que je vous l'ai dit en préambule, chaque mécanisme, chaque dispositif a ses avantages et ses inconvénients. Il faut bien en être conscient et essayer de voir comment ils peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. Mais en tout cas, il n'y a aucune solution
miracle et aucune panacée. Donc voilà, j'ai essayé de faire court dans ma réponse à Alexandre. Merci. Je vais peut-être rajouter 2-3 éléments, mais je n'ai pas la réponse à tous les enjeux qui ont été soulevés. Peut-être juste, je rejoins complètement Maxence dans ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que la corruption, entendue au sens manipulation de compétitions sportives en dehors du dopage, en France, dans le sport professionnel, c'est très rare. C'est très très rare et c'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec ce que tu suggérais, Isabelle. C'est-à-dire que dire à n'importe qui va acheter un billet pour tel ou tel match, attention, il y a risque de corruption, je pense que ça va beaucoup trop loin et c'est pas une réponse aux enjeux qui sont ceux de la corruption dans le sport. Sur la question du sponsoring qui a été soulevée à 2 reprises et des droits télé qui a été soulevé aussi, on est vraiment là sur 2 effectivement secteurs à très haut risque de corruption et c'est un sujet sur lequel il faut regarder de très près qui sont ceux qui sponsorisent tel ou tel club et derrière quelles sont leurs relations avec les pouvoirs publics locaux ou nationaux d'ailleurs, s'agissant de Airbnb, mais là tu citais plutôt toi les sponsors du stade. Naturellement que quand on donne pas mal d'argent pour figurer sur le maillot de tel ou tel club, c'est pour faire de l'influence, de la visibilité sur le maillot, mais de l'influence plus large. Quand on est dans le BTP, c'est pour se mettre bien avec la mairie, c'est pour bénéficier effectivement de bonnes relations avec des pouvoirs adjudicateurs de marché public derrière. C'est quand même ça l'objectif, je pense, qui est recherché par la plupart des gens. C'est pas de la philanthropie que d'apposer son nom sur un maillot d'un club ou sur une affiche. Ça peut l'être, mais globalement, quand même, il faut regarder de très très près. Ça, c'est sur la partie sponsoring, évidemment. Alors, sur la partie sponsoring, il y a un terrain aussi d'exploration qui est extrêmement important. C'est celui, comme tu le disais Emmanuel, des partenariats dans le cadre de l'organisation des grands événements sportifs. Il existe, donc c'est un terrain sur lequel je ne suis pas hyper à l'aise, donc je ne vais pas aller trop loin dans la description, mais par exemple pour des JO, et en particulier les JO 2024, il existe un texte de droit suisse dans lequel le CIO renonce à certains secteurs de partenariats institutionnels pour financer les Jeux Olympiques. Et cette liste des secteurs qui vont ensuite pouvoir faire l'objet de relations entre les organisateurs des JO à Paris et des partenaires en droit français, cette liste des secteurs, elle est faite dans la plus grande opacité. Et typiquement, le logement temporaire fait vraisemblablement partie des secteurs pour lesquels le CIO a dit « je renonce à nouer des partenariats dans le domaine, je laisse les organisateurs de cette Olympiade le faire ». Et donc, en gros, quand trop de secteurs font l'objet d'une renonciation du CIO, ça nous invite à aller regarder de plus près pourquoi on a renoncé à ces secteurs. Est-ce que ces secteurs ont pris la tâche de ce qui se passe en Suisse pour dire nous, on va signer plutôt avec le COJO ou Solideo, les organisateurs de la compétition en France. Voilà, donc là, il y a un terrain, je ne vais pas plus loin parce que je ne maîtrise pas ça parfaitement, mais il y a un terrain d'opacité énorme sur les partenariats qui sont de différentes catégories. Tu as le partenariat premium, les partenaires de premier plan, les partenaires, je crois, qui s'appellent exclusifs. Et il y a 3-4 types de partenariats relatifs aux montants qui vont être ensuite engagés par les entreprises privées qui veulent sponsoriser les JO. Donc sponsoring, effectivement, qu'est-ce qu'il y a en contrepartie, que ce soit pour apposer son nom sur le maillot d'un club ou sur le stade, ou pour l'organisation d'un grand événement sportif. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais effectivement revenir. Ont été soulevées aussi les questions liées à nos possibilités d'action devant les juridictions administratives. Là, peut-être, Michel, est-ce que tu veux dire un mot parce que toi, tu es en plein dedans, typiquement. Si tu en es d'accord de manière synthétique, comment on agit quand il y a un projet d'aménagement qui pose un certain nombre de problèmes? Je te laisse la parole. Là, c'est bon. Disons que pour compléter le propos de Raymond Avrier tout à l'heure, nous, au niveau local, on a une mine d'or, c'est les rapports de la Chambre régionale des comptes, et où on s'aperçoit sur la base de 3 rapports, un qui concerne l'Olympique de Marseille, où on s'aperçoit que la vente de la commanderie, c'est le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, par la ville a été le montant a été sous-dimensionné. Il y a la ville d'Angers avec le SCO d'Angers, où le maire Béchu est ministre actuellement de l'écologie, où il y a eu des arrangements entre le président du SCO d'Angers et la mairie d'Angers pour louer des locaux
à des prix vraiment sous-évalués. Et au niveau de Nantes, nous, on a le FC Nantes avec Valdemar Quittard, qui est un évadé fiscal, qui souhaitait faire un centre d'entraînement à 40-50 km de Nantes. Donc nous, on a écrit à la préfecture, étant donné que la communauté de communes a vendu le prix, non pas par rapport à l'avis des domaines, mais par rapport au prix de revient. Si bien que normalement, par rapport aux ventes de terrain, il y a une tolérance de plus 10, moins 10%. Et en fin de compte, sur un prix de vente de 2 600 000, j'allais dire, le président Kita, ce n'est pas le FC Nantes qui achetait, c'était le président Kita, il y a eu un rabais de 700 000 €. Donc nous, on a écrit à la préfecture, qui a fait une lettre d'observation. La réponse de la communauté de communes n'a pas été jugée satisfaisante. Et du coup, le préfet a décidé de déférer la délibération du conseil communautaire au tribunal administratif. Donc ça veut dire que pendant 1 an et demi, 2 ans, la vente est suspendue. Donc je pense qu'au niveau local, si chaque adhérent regarde des rapports de la Chambre régionale des comptes, c'est une mine d'or parce qu'on constate que globalement, il y a des cadeaux qui sont faits au sport professionnel. Donc voilà. Tu as cité Angers, Nantes, Marseille. Je cite aussi le Stade Mayol à Toulon, qui lui aussi a fait l'objet d'un rapport de la Chambre régionale des comptes. Juste, je reviens aussi sur ce que tu disais, Maxence, sur les comités éthiques des fédérations nationales ou internationales. Sur les internationales, je n'irai pas trop parce que je ne maîtrise pas assez. Mais sur les fédérations nationales, c'est une obligation prévue par la loi depuis quelques années que de se doter d'un comité en charge de questions éthiques, entendu au sens très large au sein de chaque fédération. Il y a 75 fédérations sportives en France, 39 qui sont considérées comme des fédérations olympiques. Et sur ces 75, tu en as 5 ou 6 qui ne se sont pas encore dotés de comités. Et ça s'explique parce que c'est des toutes petites fédérations avec vraiment très très peu de monde. Mais bon, malgré tout, il faut qu'ils continuent et qu'ils respectent les obligations législatives qui sont les leurs. Après, si on regarde un peu sur le fonctionnement des comités éthiques des fédérations, grande hétérogénéité sur les missions que se sont assignées ou qu'ont priorisé chacune des fédérations. Typiquement, et ça n'étonnera personne, sur les questions de... Ouais, il faut qu'on arrête dans pas longtemps. Sur les questions dans le domaine des sports de glace, eh bien oui, les violences sexistes et sexuelles, c'est au cœur de la problématique, plus que les sujets de corruption. Dans le handball aussi, c'était d'ailleurs, je crois que c'est Valérie Fournéron, l'ancienne ministre des Sports, qui exerce les responsabilités au sein de cette commission. Elle a décidé de mettre la priorité sur ces sujets-là. Sur d'autres fédérations, on va avoir peut-être un petit peu plus de corruption, règles de conflit d'intérêts. Sur le rugby de mémoire, le comité éthique, si c'est bien son nom, mais était plutôt sur les questions de violence, pas nécessairement genrées, et également les questions les blessures liées à toutes les commotions cérébrales qui ont marqué l'histoire récente, mais peut-être que tu voudras rajouter, tu as l'air d'avoir des éléments supplémentaires. Et donc nous, qu'est-ce qu'on dit du côté de la commission sport? C'est que probablement, il va falloir un peu tendre vers l'homogénéisation des missions de ces comités éthiques. Et c'est certainement le rôle que du Comité national olympique du sport français que d'accompagner les fédérations pour leur proposer de suivre un certain nombre de standards sur les missions qui doivent être les leurs. Voilà en 2 mots ce que je pouvais dire là-dessus. Maxence, vas-y. Ouais. Oui, juste pour le rugby, le comité éthique, par exemple, dans le cas Laporte-Altrad, puisque ça a été dit publiquement lors de l'audience, le comité éthique avait statué, par exemple. Le comité éthique avait statué sur le contrat passé entre Laporte et Altrad, avait statué défavorablement. Ouais. Mais on l'a quand même fait. Donc c'est pour ça que je m'interroge sur le rôle, en fait, et l'importance. Elle n'avait pas toutes les pièces, ouais. Voilà, ils leur ont refusé des pièces. Mais du coup, de manière globale, il n'y a aucun comité éthique qui a un pouvoir d'injonction sur la Fédé. Ça, c'est une réalité. On s'interroge sur l'utilité réelle en fait, de ces instances. Parce qu'on dit tout va mieux, enfin on ne dit pas tout va mieux, mais on essaye de dire que ça va mieux aller avec ce genre de comité. Mais là, on voit qu'en fait, quand on a envie de les bypasser, on les bypasse et c'est pas grave, on peut quand même corrompre. Il faut voir aussi que comité éthique, ça peut être un moyen de placer quelques copains au sein de la Fédé et de contrôler un peu son action et puis de filer des billets pour les matchs. Je crois qu'il faut qu'on clôture. Merci Guillaume, merci à tous. Je pense qu'on peut continuer l'échange autour du café. Désolé Philippe, désolé à tous ceux qui n'ont pas pu poser les questions. Et on peut continuer la discussion évidemment en buvant un petit café. Merci Guillaume. Merci.